Hop. Bonjour à tous, merci d'être là pour notre conférence sur l'Hexagone et les tests. On vous passe les présentations parce on se connaît quand même. On va commencer par une petite intro d'une petite citation d'Uncle Bob. Voilà, je ne vais pas le présenter, sur le refactoring en général et pourquoi est-ce qu'on a souvent peur en général de mettre les mains dans du code qu'on ne connaît pas. C'est parce qu'il manque un petit bouton magique qui sont les tests et qui nous permettent de s'assurer qu'on ne va rien casser sur notre projet existant. Et en fait, nous, ce qu'on se dit en tant que clean coder, c'est bon, bah, j'ai développé ma feature, je l'ai couverte de code, de test, pardon, et j'ai fait mon petit Maven test qui est ouvert. Donc, bon, bah, je vais aller en prod, quoi, il n'y a pas de risque puisque mes tests passent. Le souci, c'est que bah, le bouton magique, il n'est pas magique parce qu'il faut qu'on le développe, hein, qu'il les teste. Donc, toute la complexité d'écrire des tests. Et ce bouton magique, il dépend carrément de la qualité des tests que vous allez écrire. Donc, on peut très bien avoir une couverture de code de 90% et avoir des tests qui testent rien du tout. Et ça n'assure absolument pas que vous n'aurez pas de régression. Cette qualité de test, elle va du coup dépendre et être fortement impactée par l'architecture que vous allez choisir pour votre projet. Et on ne peut pas parler d'architecture de projet aujourd'hui sans parler de l'architecture 3 tiers. Donc, on va faire un petit retour sur l'architecture 3 tiers. Et parce que ça correspond à peu près à 95%, je pense, des projets, en tout cas en Spring. Hop, je fais pas. Ah, yes. Cool. Hein? Ouais, nickel. Je vais pas faire trop de retours sur l'architecture 3 tiers, juste grosso modo, on a un contrôleur. Voilà, on a 3 grandes couches. Le contrôleur qui est le point d'entrée de votre application, qui va recevoir votre requête, qui va déléguer le traitement de cette requête à votre couche service. Cette couche service, du coup, c'est là où on va retrouver en général l'ensemble du code métier et aussi de tous les codes techniques et qui va ensuite faire appel à une couche repository en dessous pour tout ce qui est accès aux données, traitement des données. On peut aller beaucoup plus en détail là-dessus. Ça a des avantages indéniables, cette architecture-là. Déjà, elle est facile et rapide à mettre en place. Un module Maven, tout le monde connaît cette architecture-là. On a un onboarding assez simple. Un nouveau développeur, en général, il a déjà vu ce genre d'architecture avant. Donc, c'est simple de faire monter en compétence des gens sur cette architecture-là. Mais par contre, il arrive que certaines fois, on a des petits soucis, notamment sur les projets qui commencent à grossir, notamment des montées de versions techniques, donc des montées de versions de framework, par exemple. Ça devient assez risqué quand, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, la couche service, en fait, on va avoir du métier et du fonctionnel, du métier et du technique qui sont mélangés. Et du coup, les montées de versions de framework, de librairie, etc., vont potentiellement impacter votre code fonctionnel. Et c'est ce qu'on ne peut pas du tout. Potentiellement avoir un test qui tombe à cause d'une montée de version de librairie, alors que votre fonctionnel n'a pas bougé, c'est pas normal. Et il peut s'avérer des fois difficile à tester ce code-là, en architecture 3 tiers. J'entends parler à tester correctement et efficacement. Et sur ce sujet, on va se focus un petit peu plus sur ce sujet-là. Yes, donc on va essayer de comprendre pourquoi c'est pas simple en fait de faire des tests. Et pourquoi il y a un gros paradoxe aujourd'hui dans le développement logiciel. Donc, je pense qu'on est tous convaincus ici qu'avoir des tests, c'est bien. C'est bien parce que on a une bonne confiance dans notre code, on est capable de mettre en prod le vendredi soir en sachant qu'on ne va rien casser. On est capable aussi de prendre un gros bout de code et dire en fait je refactore complètement et je suis sûr que j'ai rien cassé non plus parce que mes tests sont pas bougés et ils sont toujours ouverts, donc c'est bien. Et aussi, ça donne des spécifications. Donc, plutôt que d'avoir des pages Confluence qui expliquent ce que le code est censé faire, donc quand quelqu'un qui est nouveau, qui arrive, il peut regarder le code, il regarde les tests, et il comprend idéalement tout de suite ce que le bout de code sur lequel il doit travailler est censé faire. Donc, c'est bien. Ce qui est moins bien, c'est qu'avoir des bons tests, c'est difficile. Il y a des gens qui ont travaillé pour définir ce que c'était que des bons tests. Donc, il y a les fameux first, là, qui est la de chacun de ces trucs-là, qui est une première tentative de dire ce que c'est qu'avoir des bons tests. Donc, on sait qu'il faut qu'ils soient rapides. Il faut qu'ils soient indépendants, c'est-à-dire que si j'ai 2 tests, il ne faut pas que je sois nécessairement obligé d'exécuter le premier test avant le deuxième, sinon ça devient compliqué. Il faut qu'ils soient déterministes. On va fuir les genres de tests où je l'exécute 3 fois, ça marche, avec 5 fois, ça ne marche plus, on se pose pas. Self-validating, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait besoin d'une action humaine pour vérifier que le test est bien passé. Aujourd'hui, avec les frameworks genre JUnit et tout, on est tous habitués à faire ça.
Le SOAR-off, il ne veut pas dire grand-chose, il veut juste dire qu'il faut bien tester, enfin tester une palette large. Et il y a un truc qui n'est pas dans First que nous on trouve hyper important, c'est que le test soit maintenable. C'est-à-dire que si vous allez voir les plus beaux tests du monde, si dès que vous changez un truc dans le code, vous changez un truc dans le test, il y a un problème. Et ça va pas marcher parce qu'en fait, vous ne savez pas s'il faut changer le test parce que, la spec a changé ou juste parce que peut-être qu'il y a un bug qui est apparu, vous n'avez pas compris que c'était un bug et du coup vous changez le test pour le passer à vert. Donc c'est très bien d'avoir des tests, c'est très difficile à faire et pourtant aujourd'hui on a très peu d'outils et surtout très peu de patterns pour les faire. Et moi, dans toutes les missions que j'ai faites, toutes les équipes de dev que j'ai vues, c'est un problème récurrent, c'est-à-dire que personne ne sait exactement comment tester, quoi tester, quand tester. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de déployer un service dans un cluster répliqué à quatre coins du monde que de savoir juste comment bien tester un microservice. Alors quand on commence à parler de ce genre de problème en général dans les équipes, il y a une réponse qui arrive, c'est la pyramide des tests. C'est à peu près le seul bout de théorie que tout le monde connaît. Quand on s'interroge sur comment tester, on dit qu'il faut une pyramide des tests. Le problème de la pyramide des tests, donc là, le but, c'est pas de regarder ce qu'il y a dedans, mais si vous cherchez un peu sur Internet, vous verrez qu'il y a autant de pyramides de tests que de gens qui ont des schémas. Donc, on ne sait pas quoi mettre dans les couches, on ne sait pas combien de couches. On ne sait pas ce que ça veut dire d'avoir ça, combien c'est, est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 1000. Pour moi, le seul intérêt d'une pyramide de tests, c'est d'arriver à dire, en fait, il y a différents types de tests, il y en a qui coûtent plus cher que d'autres. Et si on veut que le projet tienne la route, il faut beaucoup qui coûtent pas cher et peu qui coûtent cher. Sinon on va dans le mur. Bon, néanmoins, il y a quand même un point qui est assez commun pour toutes les pyramides, c'est-à-dire qu'il y a une couche qu'on appelle la couche de test unitaire, même si on ne sait pas trop ce qu'on définit comme étant un test unitaire. Pour la suite, on ne parle que de ça. Okay, on ne va pas parler de test end-to-end. Donc avec Antoine, on a fait l'exercice de dire ce serait quoi pour nous des bons patterns, plutôt des patterns qui permettent d'avoir des bons tests. Donc le premier pattern qu'on a isolé, c'est ce qu'on appelait typer le code. Alors typer, c'est pas au sens des types Java, c'est juste être capable de catégoriser en quelque sorte les classes. En fait, en Java, tout va être une classe, mais on ne sait pas ce qui est caché derrière. Alors le constat qu'on fait, c'est en fait qu'il y a deux types de code. Généralement, il y a du code qui est simple à comprendre, mais dur à tester. Donc simple à comprendre, c'est vraiment au sens métier qu'on le lit, donc est-ce qu'on comprend bien ce que c'est censé faire ou pas. Typiquement, un connecteur BDD, un connecteur HTTP, tout ça, c'est très simple de voir ce que ça fait. Par contre, le tester, c'est compliqué parce qu'il y a des dépenses. Et le code qui est dur à comprendre, donc éventuellement, ça fait beaucoup de choses, c'est du métier. Et par contre, c'est simple à tester, puisque c'est du pur Java, on peut lancer 1000 tests différents, ça va s'exécuter en 3 secondes. Et alors oui, le problème, c'est que si vous mélangez ça, donc si vous mettez à la fois du code simple à comprendre mais dur à tester et du code dur à comprendre mais simple à tester dans la même classe, ça se passe mal. C'est-à-dire que vous obtenez du code qui est dur à comprendre et dur à tester. Donc c'est souvent ça qui arrive. Alors pour info, ça correspond à un design pattern c'est un problème qui est connu, hein, c'est le design pattern Humble Object, qui est de dire quand vous avez du code qui est dur à tester, donc du code technique, vous essayez de le faire le plus petit possible. Comme ça, vous savez qu'il y a une partie du code qui n'est pas bien testée, mais elle est toute petite. À partir de ce pattern, du coup, de ce constat, les objectifs qu'on va essayer de se fixer, c'est en fait de proposer des nouvelles abstractions, donc de se mettre des conventions de nommage et vraiment d'être capable de typer au niveau de nos classes à quoi vont servir nos objets. Donc que ce soit des services métiers, des connecteurs de bases de données, des repositories. Tout ça, ça va être catégorisé, convention de nommage, on n'est pas perdu, du onboarding, c'est facile. Et en fait, il ne faut pas juste se fier au cadre que vont nous fournir les frameworks, type Spring, on a contrôleur, service, repository, ça donne juste envie de rester dans cette notion-là. Il faut réussir à s'abstraire de ça. L'avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on a bien abstrait nos couches, en fait, on est capable de les tester quasiment de manière systématique. C'est-à-dire qu'un repository, tout le monde sait le tester. Un connecteur HTTP, tout le monde sait le tester. Pareil pour les connecteurs de base de données. C'est quasiment quelque chose qu'on pourrait générer, en fait, parce que ça change quasiment jamais. Okay, le deuxième pattern, ça va être de se concentrer quand on écrit ces tests pour capturer l'intention de l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que l'utilisateur essaye de faire avec mon code et c'est quoi ses critères d'acceptance. Et si on regarde les tests qu'on écrit en test unitaire, souvent, en fait, les critères de test qu'on met, ce ne sont absolument pas des intentions utilisateurs. Donc pour ça, il y a deux raisons principales. C'est qu'on va se concentrer souvent sur faire des tests qui correspondent à des couches qui ne sont pas exposées à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir la boîte du code et de regarder une couche et d'essayer de la tester.
Et évidemment, c'est pas le niveau avec lequel l'utilisateur va interagir. Donc c'est hyper dur à ce niveau-là d'écrire des tests qu'un utilisateur final pourrait écrire. Et deuxièmement, c'est qu'on se concentre. Des fois, on a des critères de test qui sont purement techniques, c'est-à-dire qu'on ne va pas vérifier, je sais pas, qu'est-ce que ça fait quand j'envoie cette donnée, est-ce que c'est bien ça que j'en sortis. C'est, je vérifie que quand tel autre service m'envoie une exception, alors j'ai un comportement. Ils ne sont absolument pas des choses qu'un utilisateur pourrait exprimer. Pareil, encore une fois, les objectifs, du coup, ça va être d'essayer de tester ça, de tester notre business en fait comme vraiment une boîte noire. Donc, on ne sait pas ce qui se passe derrière, on ne connaît pas nos interactions de service, c'est quelque chose qui est interne, c'est notre tambouille interne, et on ne veut pas que l'utilisateur il soit au courant de tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut tester, j'ai tel jeu de données en entrée, j'attends d'avoir tel jeu de données en sortie. Ou d'avoir, j'ai un état A en entrée, je fais une suite de commandes, j'attends que j'ai un état B en sortie. Donc en plus de ça, on va essayer donc de se baser sur des critères fonctionnels. On ne va pas vérifier que j'ai tel service qui interagit avec tel service. On va vérifier que mes critères fonctionnels correspondent à ce que l'utilisateur final souhaiterait en termes de fonctionnalité. Et petit rappel sur la couverture de code, c'est quelque chose qui doit être naturel quand vous testez bien votre code. C'est pas un objectif. On n'est pas là pour viser la plus haute couverture de test. Et la bonne couverture de test, au final, c'est celle qu'on obtient une fois qu'on a testé tous nos cas métiers et qu'on est certain que nos codes correspondent à tout ce qu'on veut tester. Juste pour compléter, c'est un bon outil pour détecter, par exemple, qu'il y a des parties du code qu'on n'a pas eu tout testé. Et auquel cas, on se dit, soit le code sert à rien, soit je ne vais pas exprimer tous les comportements. Mais concevoir son test juste dans l'objectif de couvrir une partie de code, par exemple, on arrive justement à aller au code test qui ne sont absolument pas fonctionnels. On va juste écrire quelque chose qui fait que le code là est exécuté, mais on a complètement perdu l'intention de l'utilisateur. C'est là-dessus qu'on s'y. Et le dernier pattern. Et le dernier pattern qui est hyper important, c'est limiter l'usage des mocks. Dans les couches, dans les projets qu'on fait habituellement, on voit plein de mocks sur les tests unitaires. Mais ce qu'on pense, nous, c'est que c'est un très mauvais rapport qualité-prix. Donc, qualité d'une part parce que en mettant des mocks, on coupe les dépendances et du coup, on ne teste pas l'ensemble du métier comme on pourrait. On fait exprès à un endroit de mettre un faux objet qui n'est pas. En fait, c'est pas le code que j'exécute pendant mon test, c'est pas celui qui sera exécuté en prod. Après, c'est un peu dommage, il y a des bugs qu'on rate comme ça. Et en plus de ça, malheureusement, c'est cher. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va mettre un mock, en fait, on vient coupler de manière forte le service qu'on est en train de tester avec ses dépendances. On est en train de dire, en fait, je veux vérifier dans mon test que ma classe que je teste interagit bien de cette manière-là avec sa dépendance. Alors qu'en général, on s'en fiche complètement. La plupart des mocks qu'on met, en fait, ça pourrait être des dépendances internes, enfin, c'est des détails d'implémentation. On n'a pas du tout envie de vérifier de figer plutôt à un instant T le contrat entre ces deux classes. Le gros souci avec ce constat-là, c'est que du coup, dès que vous allez vouloir faire du refactoring sur vos classes, tous vos tests ils vont changer à chaque fois parce que si vous avez envie de splitter un service, il faut refaire tous vos mocks et c'est tout ce qu'on ne veut pas en fait. C'est que nos tests, une fois qu'ils sont écrits et qu'ils vérifient nos cas fonctionnels, on ne peut pas les changer si on change notre implème interne. En fait. Et les objectifs, du coup, c'est de réfléchir à savoir ce qu'on veut tester en fait. Est-ce que j'ai envie de tester que mon service A, il appelle mon service B et qu'après il appelle mon repository, ou est-ce que j'ai envie de tester, je veux créer cet objet-là, est-ce qu'en base de données, je le retrouve bien en fait. Et du coup, en fait, au lieu d'utiliser des mocks, on va favoriser vraiment l'utilisation des objets réels. Et pour tout ce qui va être couche technique, on va dans ce cas-là utiliser d'autres types d'objets qui peuvent être des stubs. Donc ça va être la même chose que des mocks, mais on va pas sauvegarder l'état de si elles ont été appelées ou pas. On va pas faire des verify pour vérifier qu'il a été appelé 3 fois. Puis on va avoir tout ce qui est fake. Donc là, ça va être une implémentation qu'on va proposer nous-mêmes. Par exemple, si on veut faire un fake d'un repository, on va stocker par exemple en mémoire dans une liste mes objets. Et je sais que faire un find all, je retourne la liste. Ça va nous permettre de stocker un état pour nos tests, typiquement toujours dans cette même idée. J'ai un état A, je fais une suite d'opérations, est-ce que j'ai bien mon état B à la sortie? Et le demi, c'est vraiment dans des cas particuliers, c'est vraiment, je m'en fiche un peu de ce qu'il fait, il retourne toujours nul, il retourne toujours quelque chose de prévalence. Donc en fait, en s'y penchant un petit peu, on se rend compte que l'architecture 3 tiers ne favorise pas vraiment le respect de ces patterns. Grosse étoile, ça les empêche pas du tout, on peut faire du très bon code, très bien testé avec n'importe quelle architecture. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça ne favorisait pas forcément le respect de ces patterns-là. Pourquoi, Jamy? Alors,
as commencé à en parler un peu tout à l'heure, mais dans l'architecture 3 tiers, en fait, le code, souvent, il va se retrouver mélangé. C'est-à-dire que comme on a le contrôleur qui a accès à tous les services et tous les repos, le service qui a accès à tous les repos, dans mon contrôleur, on peut retrouver des appels à plein de services, éventuellement directement des appels au repo, éventuellement des appels à des connecteurs HTTP. Pareil sur mes services, je vais avoir souvent plein de dépendances qui sont très variables. Et ouais, pareil, cette architecture-là, elle ne définit pas. Par exemple, si j'ai un connecteur HTTP pour appeler une interface externe, elle ne définit absolument pas où est-ce que je le mets dans l'architecture. Donc au final, tous les projets le font de manière un peu différente, et à la fin, dans le service, on ouvre le capot et on découvre un peu ce qu'il y a. C'est toujours la surprise. Donc ça, si je reviens à notre pattern premier, qui était d'essayer d'isoler, de typer correctement les classes, savoir quelle est la responsabilité de chaque, c'est clair. Deuxième truc pour capturer l'intention. Donc pour être capable de capturer l'intention de l'utilisateur, ce qu'il faut, c'est que pour une feature, j'ai un point d'entrée clair. Je dois pouvoir savoir que c'est cette méthode qu'il faut, avec cette classe ou cette méthode qu'il faut interagir. Dans l'architecture 3 tiers, ce point d'entrée clair, il n'existe pas. Il existe au niveau de la couche contrôleur éventuellement, parce que c'est le truc qui est assez naturel, d'imaginer qu'on va interagir avec la couche API. Donc, des fois, on peut se dire, ok, je vais tester sur ma couche API. Mais ça, c'est pas idéal, puisque en fait, on se retrouve contraint par la couche HTTP, par exemple. Donc, on va introduire dans nos tests qui sont sur cette métier des contraintes techniques. Donc, je sais pas, je vais avoir besoin de savoir que tel truc, il faut le mettre en header, tel truc, il faut le passer en body, etc. Ça couple mes tests métiers avec un problème technique. Donc, par exemple, si demain, j'ai envie de plus faire de l'HTTP, mais du Rabbit, il faut que je réécrive mon test, ce qui n'a aucun sens si c'est un test métier. Voilà. L'autre option, c'est de dire, ok, je vais me tester sur la couche du dessous. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, souvent, c'est pas bien découpé. Le contrôleur, il n'appelle pas un service, il en appelle peut-être plusieurs, et en fait, ma fonctionnalité, elle se retrouve éclatée sur plusieurs services. Et donc, c'est compliqué de trouver quel est le point d'entrée qui me permet d'exprimer ce que j'aurais envie de dire sur cette fonctionnalité. Donc ça, c'est mon pattern 2. Et le dernier, pour limiter l'usage de mock, comme Tristan vient de le dire, en général, vos services vont avoir beaucoup de dépendances, que ce soit technique, métier, etc. Et souvent, on retrouve deux grandes catégories de tests. Ça va être le Spring Boot test, où on va charger tout le contexte. Donc là, on ne s'emmerde pas trop, on charge tout. Le problème, c'est que c'est pas très scalable et que ça ralentit beaucoup vos tests. Et le deuxième, c'est, j'ai une dépendance externe, je la mock. Et là, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Je pense que limiter l'usage des mocks, on n'est pas trop dedans, quoi. Donc pareil, c'est un échec. Donc, si on devait faire un petit bilan de cette archi-là, c'est la plus naturelle quand on pense à monter un nouveau projet. Je pense que tout le monde est OK là-dessus. C'est quelque chose qui est très efficace. On sait tous en faire, pas de souci. Et le problème, c'est que par contre, au niveau de l'écriture des tests, ça ne va pas nous fournir un cadre suffisamment structuré pour avoir confiance en nos tests et être capable de refactorer notre code simplement sans les modifier toutes les 5 minutes. Donc, du coup, on a regardé un peu ce qui existait comme alternative à ça. Et l'architecture hexagonale, c'est un truc qui est déjà assez mais qui est connu pour aller dans le sens de la qualité de code et donc d'avoir des meilleurs tests. C'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Pour info, il y a d'autres approches qui existent. Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter les liens qui sont dessous. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est intéressant. Yes. Et du coup, on en arrive au combat de rue. Ce que vous attendez tous finalement. Donc un petit contexte sur l'hexagone. C'est une notion qui n'est pas si récente que ça a été défini en 2005 déjà, par Monsieur Cockburn. Voilà, qui à la base s'appelait le pattern. Oh, oui, enfin, la blague sur ça, de base, l'hexagone, c'était le Ports and Adapters Pattern. Je ne sais pas si on a déjà entendu parler de ça. Un petit peu. C'est un des outils du DDD. Voilà. Et du coup, ça colle bien avec ce que j'ai mis en dessous. C'est qu'en gros, l'objectif, c'est de recentrer notre application sur en fait, ce qui a vraiment de la valeur dans notre métier. C'est le code business et ce qu'on est capable de fournir aux clients d'un point de vue fonctionnel. Et ça, on l'oublie un peu souvent. Mais c'est la seule chose qui compte. Et l'avantage de recentrer notre application autour du métier, c'est en fait ce qu'on veut, c'est le code métier, on veut le défoncer de tests, on veut être sûr et certain que tout marche et être sûr qu'à la sortie, on a exactement ce que nous demande notre cher PO.
Donc, comment il se définit cet hexagone? Au milieu, du coup, comme j'ai dit, le business. Il n'y a rien d'autre. L'objectif, c'est vraiment de le découpler le plus possible des couches techniques. Donc, d'un point de vue puriste, il n'y a aucun framework. Voilà, c'est du Java pur, pas de Spring, rien du tout. On s'autorise quand même des petites libres de test, et du Kotlin. Ouais. On s'autorise des libres de test quand même, parce que l'objectif, comme j'ai dit, c'est de le ouvrir de test. Donc, on s'autorise du Spring Test, ce dont vous avez besoin pour tester, mais en tout cas, pas de librairie particulière. Tac. Et on se rend compte rapidement en écrivant votre domaine que vous allez être bloqué très vite parce qu'il vous faut deux choses. D'un point de vue, d'un premier point, un point d'entrée pour votre business. Il faut quand même que votre application soit capable de l'appeler, sinon il ne sert pas à grand-chose. Et deuxièmement, votre code business, souvent, il a besoin d'interagir avec des dépendances externes. Donc, ça va être soit des bases de données, ça peut être d'autres microservices, quand même souvent sur des microservices aujourd'hui, ou toute autre dépendance externe. Et donc, du coup, il faut aussi des portes de sortie. Et justement, ces portes de sortie, on parle de ports and adapters, et ben, c'est des portes. Donc, on les rajoute autour de notre couche business. On a sur la gauche, du coup, les input ports qui vont être les points d'entrée de notre application. Et sur la droite, les output ports qui vont être les façons pour notre métier de sortir et d'appeler le monde extérieur. Donc, on va rajouter sur notre schéma nos points d'entrée applicatifs. Donc là, on a décidé d'exporter une API HTTP et une API AMQP, par exemple. Et on va rajouter aussi nos dépendances externes. Donc là, on s'est dit que c'était un petit microservice. On allait brancher une base de données et faire quelques appels externes sur un autre microservice. Et du coup, comment lier tout ça? Eh ben, grâce à des adapteurs. Donc, on va avoir pour notre API MQP, donc en entrée, on va avoir un Rabbit Listener Spring, par exemple, qui va s'occuper derrière d'appeler notre business par le port qui lui est dédié. Pareil pour l'API HTTP, on va avoir un REST controller Spring classique. Et pour les connecteurs, les adapteurs externes, pardon, ça va être le même principe, hein, du JPA repository, etc. L'objectif, c'est que vous pouvez remplacer vos adapteurs quand vous voulez pour changer d'emblème sans trop galérer. Donc, on va découper ça en trois grandes parties. Je ne sais pas si on voit très bien. À gauche, tout ce qui est point d'entrée de l'application, ça va être le serveur. Voilà. En plein milieu, le domaine, tout seul, comme un grand. Et à droite, l'infra, du coup, qui va être toutes les emblèmes techniques et tous vos JPA repository, etc. Tout ce que vous faites habituellement, ça va se retrouver dans l'infra. En termes de petits schémas de dépendance, en gros, vous avez ce découpage-là qu'on retrouve ici. Ça va, vous allez découper votre code en fait du coup en trois modules Maven, grosso modo. Serveur, domaine, infra. Voilà, surprise, vous l'appelez comme vous voulez, mais grosso modo c'est ça. Et du coup, on va retrouver ces trois Maven. Au niveau des dépendances, on voit que le domaine, il tire aucun des autres. Il est tout seul dans son coin, pas de framework, comme on l'a dit. On va retrouver l'infra, qui va tirer le domaine puisqu'il a besoin de connaître les ports de sortie, comme on l'a dit ici. Il a besoin de connaître ces ports de sortie pour les implémenter. Et on a le serveur qui est tout en haut, qui va tirer les deux autres, et qui lui va faire d'un côté le point d'entrée de l'application, donc vos API HTTP, API MQP, et qui va mettre en place le binding entre vos ports exposés par le domaine et les implèmes qui sont fournis par l'infra. C'est là qu'on va retrouver la configuration des bins, etc. Une petite question, les adapteurs sont dans le domaine ou sont externes? Dans l'infra. Ils sont pas dans le domaine, non. Ils sont dans l'infra, ouais. En fait, ton domaine fournit des interfaces. Par exemple, tu as besoin d'un repository, tu dis j'ai besoin d'un repository qui me fait un find all, et c'est ton infra qui va te fournir une implème de n'importe laquelle, que ce soit du JPA. Mais ça tombe bien parce que de toute façon, on va faire un petit dive dans du code. Voilà, on va mettre les mains dedans. C'est là où je ne sais pas si. Yes, j'y ai fait. Ok. Ça, vous voyez bien? Ouais. Donc là, on retrouve bien les trois. Alors, déjà, le projet qu'on a pris, c'est celui qu'on avait fait dans le cadre du TDD test, où le but c'était de faire une petite API qui est capable de créer des séminaires et calculer un impact en consommation carbone et tout. Donc on ne va pas rentrer plus que ça dans le métier. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le code. Et donc on a réécrit ce code-là en hexagonal. Donc on retrouve bien nos trois modules Maven, donc le domaine, l'infra, le serveur. Si on regarde ce qu'il y a dans le domaine, donc encore une fois, c'est lui qui contient le code. L'intelligence, elle est là. Donc qu'est-ce que j'ai?
j'ai un premier module contexte. Donc là, le contexte que j'ai appelé là, c'est au sens bandit context du domain driven design. C'est-à-dire c'est un ensemble de classes ou de services qui est cohérent et qui est capable de vivre de manière isolée. Donc là, dans notre exemple, on a 2 bandits contexte, mais en général, si vous faites un microservice, il n'y aura qu'un bandit contexte. C'est le principe d'un microservice. Donc c'était juste pour montrer qu'on peut en mettre plusieurs, c'est pas un problème. On retrouve les ports. Donc les ports, encore une fois, c'était toutes mes interfaces sur la droite, donc toutes mes dépendances. On voit qu'au passage, qu'ils sont bien rangés. Donc je vais avoir des clients HTTP, donc là j'en ai qu'un. Et on a utilisé une convention de nommage pour dire client, ça veut dire client HTTP. Et des repositories, donc des accès à une base de données. Okay. Donc ça, c'est juste des interfaces. Hein. Et de l'autre côté, donc côté bandit context, si je regarde celui qui contient mon séminaire, donc je vais avoir 2 choses principalement. Je vais avoir ce qui va me permettre d'instancier mon bandit context. Alors mon bandit context, en fait, je l'expose de cette manière-là. Donc là, c'est une classe qui expose un ensemble de méthodes. Et c'est avec ça que mon application va devoir interagir. C'est ça mon point d'entrée du métier, mon point d'entrée unique. Ensuite, je définis un ensemble de ports. Donc là, on a fait un petit objet wrapper qui liste en fait tous les ports dont je vais avoir besoin pour mon domaine. Donc là, j'en ai que 2, hein, j'ai 2 repositories. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir une factory qui est capable de m'instancier le domaine à partir d'un ensemble de ports. Okay. Au passage, si le séminaire contexte il dépendait d'un autre bandit contexte, je pourrais très bien passer là dans ma factory, je pourrais aussi lui passer un autre contexte. Donc ça, c'est comme ça que je vais instancier mon domaine. Okay. Là, on n'a pas de Spring. Et ensuite, dans AMP, je vais avoir que des couches, mais que je considère comme étant des couches internes, du point de vue de l'utilisateur. On n'est pas censé interagir avec ça. Voilà, donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là en gros, ce qu'on voit, c'est que j'ai juste un service qui est un service interne. Et si on regarde comment est-ce qu'on teste ça, donc ouais, premier truc, c'est qu'on a défini des fake repositories, parce qu'à un moment donné, je vais avoir besoin de tester mon domaine. Donc je vais avoir besoin d'instancier mon domaine. Donc on a dit pour l'instancier, j'ai besoin de ma factory, j'ai besoin de lui passer des implèmes de mes ports. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des objets fake. C'est ce qu'a dit Antoine tout à l'heure. Un fake, c'est un objet qui implémente le truc, mais de manière simplifiée. Voilà, donc là, c'est juste en fait un repo qui wrap une liste. Et voilà, dans mes tests, là, on a écrit des tests métiers. Donc le use case est simple, donc les tests sont simples aussi. Donc par exemple, si on regarde celui-ci, ce que je veux tester là, c'est que si j'ai mis un aéroport de départ qui n'existe pas, donc RNS2, et l'accès est denied, donc je reçois bien une missing resource exception. Donc là, c'est très simple, hein, je crée un séminaire et je vérifie que lors de la création, je reçois bien l'exception. Un truc qui est intéressant là-dedans, c'est que si vous essayez de le tester comme on le fait habituellement, vous auriez des mocks sur le repository, et là, vous verriez que vous diriez, quand je retourne, si je cherche l'aéroport qui s'appelle RNS2, alors je ne le trouve pas, quelque chose comme ça. Là, on fait absolument aucune hypothèse sur la manière dont mon service, dont mon métier, interagit avec la base de données. Okay, est-ce qu'il commence par récupérer tous les aéroports et il les filtre après? Est-ce qu'il en accède? Enfin, est-ce qu'il récupère le départ puis l'arrivée, quoi? Je sais pas, et je m'en fiche. J'ai surtout pas envie de le savoir. Je considère que c'est un détail d'implémentation. Et c'est ça que ça va permettre de faire l'usage de fake au lieu d'utiliser des mocks. Ce qui est intéressant sur ce test-là aussi, c'est peut-être tout en haut, comment tu instancies ton. En fait, Ouais. on est capable de générer tout un contexte métier, donc tout notre domaine, on est capable de le générer en 3 lignes de code. Ça, c'est super cool, en fait. Et on est capable, typiquement, je ne sais pas si c'est sur celui-là, mais en gros, on peut fournir un service qui lui-même est de l'objet réel, et on a fourni un fake juste pour ses dépendances techniques. Tout le reste, tout le métier, c'est le vrai objet, en fait. Ouais. On est capable d'avoir les vraies interactions et tout ça, et on instancie tout notre contexte métier en 3 lignes de code. Ça, c'est super intéressant. Donc ça, c'était pour la partie domaine. Yes. Du coup, on a vu le domaine, on a fourni du coup une liste de ports. C'est ce dont a besoin le domaine pour correctement fonctionner.
on va voir maintenant la partie infra, qui est en fait l'implémentation technique de ces ports. Donc là, ça va être du code qu'on connaît un petit peu plus d'habitude. On retrouve les clients et les repositories, donc la nomenclature qu'on a définie plus tôt. Et en fait, ici, donc le client HTTP, ça va être du REST template classique qui est capable de faire un call HTTP. Ça, on va retrouver vraiment du code habituel dans l'infra. Et on voit juste que chacune de nos implémentations implémente notre interface, enfin, notre port du coup de notre domaine. C'est pour ça que l'infra vient tirer la dépendance du domaine que je disais tout à l'heure. Parce qu'il a besoin de connaître ces interfaces-là. Pour les repositories, c'est un petit peu plus sympa. Il y a un petit peu plus de trucs parce qu'en fait, il y a une petite notion. Si je prends donc, je vais définir mon entité JPA avec mes différentes annotations JPA classiques, etc. Je vais avoir mon JPA repository classique ici. Donc là, rien de particulier. On voit qu'il renvoie bien des entités. Sauf que notre domaine, dans l'interface qu'il a fournie, bah lui, ce qu'il attend, c'est pas des objets entités JPA, c'est des objets du domaine, puisqu'il manipule que des objets du domaine. Et c'est là, en fait, où on va introduire la notion de façade devant notre repository. On a une façade avec du petit mapper mapstruct. Si vous voulez faire du Kotlin, c'est bien aussi. Voilà. Et en gros, on a une couche de mapping, en gros, à chaque fois qu'on fait un accès repository, qui nous permettent de passer d'un objet du domaine à un objet entité. Ici, pareil, faire de la nomenclature assez claire. Ici, voilà, on fait du séminaire, entité vers DTO, DTO vers entité, assez simple à comprendre. Et ça vous assure, vous savez à chaque fois dans quelle couche vous manipulez quel objet. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Vous n'avez pas du JPA qui transite partout, et puis, ah bah, tiens, je vais quand même faire un petit DTO à partir de ça, parce que c'est quand même dégueulasse de retourner l'entité JPA dans mon contrôleur. Là, vous êtes sûr, en fait, qu'à chaque étape, vous avez un objet différent. Donc voilà, on voit, il y a juste du mapper, rien de sorcier, mais c'est un petit bonbon par-dessus. Au niveau des tests, eh ben, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, la couche infra, en fait, on la teste quasiment de façon automatisée. On va avoir du repository test. Donc ici, hop, on a du test container. Voilà, parce qu'on est des hipsters. Mais ça, c'est pareil à chaque fois. On a un test repository, vous savez que vous le testez de cette façon-là. Vous avez un client HTTP, bon, bah, on sait qu'on met du wiremock. Vous avez n'importe quel implème technique, en fait, vous savez la tester derrière, parce qu'on le fait au quotidien. Et vu qu'ici, on s'en fiche un peu du métier, du fonctionnel, on teste que l'interaction technique. Là, il n'y a pas de métier, c'est ça? C'est ça, là, il n'y a pas de métier, il n'y a que du technique. Donc, Et juste pour tes mappeurs, oui. Du coup, tu mappes les champs 1-1 quasiment? Ah oui, bah là, c'est du mapstruct 1-1. Tu vois, on a juste fait, on s'est fait plaisir quand même. On a changé un nom de champ, mais en fait, tu pourrais faire ce que tu veux, en fait. Le but, c'est ça, c'est aussi de découpler ce que tu vas persister. C'est pas forcément l'objet que ton domaine, il a besoin dans son traitement, en fait. Et c'est pas vrai. Si tu fais évoluer ta base, au moins ton domaine n'est pas impacté dans l'évolution de ta base. C'est ton infra qui va gérer tout. Exactement. Après, en pratique, c'est quand même super rare de changer complètement de base. Mais par contre, tu as cette possibilité-là. Si tu dépends d'une API externe, par exemple, qui change son API, ton domaine, il peut ne pas bouger. C'est ça. Bah, c'est vraiment le côté façade où, en gros, ce qui rentre dans le domaine, du coup, tu maîtrises complètement le job. Et après, as une couche en fait, qui permet de mapper toujours vers tes objets du domaine, et tes objets du domaine sont figés, en fait. On a souvent le cas dans les mappeurs où tu as un peu de code métier qui est mis dedans parce que quand tu mappes, en fait, du coup, tu dis bah, on a tel type de champ, je le mappe en tel type de valeur. Tu considères que c'est métier, ça? Ah, je sais pas, justement. Pour moi, je vois ça très technique. Ça peut être une source de bugs qui n'est pas dans ton domaine. Ça peut être dans ton. Ouais, quand tu fais du mapping avec des tables de référence, des trucs comme ça. C'est pour ça, ma question, c'est est-ce que tu penses que. Est-ce que c'est mieux de mettre ce type de mapping-là dans la couche infra ou faire juste du one-one et l'intelligence du mapping derrière se fait sur le domaine? Je pense que c'est sûrement les deux cas. Je pense que dans ce que tu dis, on peut considérer que c'est un détail d'implème. Si les gens de mapping en face a changé, c'est plus compliqué, le mapping est compliqué. Ça reste dans le connecteur de cette API-là. Tu as surtout envie, je pense que tes objets, que ton métier. Si ta brique, c'est une brique qui fait de la conversion de format, par exemple, c'est vrai que c'est le métier de ta brique. On va avancer un petit peu, il reste 15 minutes, Tristan. J'ai une petite question sur la gestion des connexions SQL. Ouais, bon, on va en parler après, on en parle après. Je vais laisser Tristan. Excellente question.
Donc le dernier module qu'on n'a pas regardé encore, c'est la couche serveur. Donc on a dit le serveur, il a deux responsabilités, exposer les interfaces externes d'entrée et initialiser le tout. Donc on retrouve ces deux responsabilités-là. On a notre contrôleur habituel, donc voilà, ça c'est du Spring MVC classique, donc aucune subtilité. De la même manière que sur la couche repo, on a un mapper aussi, parce qu'on n'a surtout pas envie de polluer notre couche métier avec des objets de l'API. Et la deuxième responsabilité, donc, c'est d'injecter, donc d'initialiser plutôt les ports qui sont mes ports de prod. Donc, comparé à tout à l'heure où on avait des fakes, là, ce qu'on va injecter dans le contexte, c'est réellement, par exemple, un client qui est basé sur du REST template ou mes repos JPA. Et ensuite, par contre, la création du domaine se fait de la même manière. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, j'ai juste ma factory où je lui passe, donc plutôt je constitue mes ports qui sont mes ports, mes vrais ports. Et ensuite, j'appelle la factory comme je l'appelais tout à l'heure. Et ce que je vais injecter dans mon contrôleur, c'est juste mon contexte séminaire, en fait. C'est ça, c'est vraiment mon point d'entrée sur mon domaine. Et sur les tests, donc ouais, je crois qu'on a été léger en test sur ce coup-là. Ce qui est cool à voir, c'est que là, en fait, là, le contrôleur qui appelle, c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment une boîte noire, le métier. Là, ouais. Là le séminaire contexte, il n'expose aucun service, il n'expose rien. Vous appelez jamais une méthode, parce que vous savez que c'est la méthode machin du service truc. S'en fout. Vous avez un contexte qui expose les méthodes disponibles pour ce métier-là. Vous l'appelez depuis votre contrôleur, boîte noire. Voilà. Et là, quand je vais faire mon test, là, je veux bien mettre du mock sur mon séminaire contexte, parce que l'interface de mon séminaire contexte, je suis d'accord pour payer le prix pour pas la bouger. Parce que je considère que ça c'est mon métier, ça va pas bouger, et donc c'est intéressant de vérifier comment mon contrôleur interagit avec mon métier. Là, je vois d'être un repository, là. Enfin, j'ai pas le droit systématiquement, mais là, techniquement, je peux le faire. Oui, tout à fait. Il y a une dépendance quand même sur ça. Ouais. Pourquoi d'ailleurs il y a une dépendance sur je sais pas trop. C'est poser la question. On pourrait très bien faire un autre module qui aurait que les contrôleurs. Ouais, c'est vrai. En fait, la configuration instancie aussi, la configuration Spring de l'injection numérique. Pourquoi c'est ton serveur qui instancie les repos? Ouais, je pense que. C'est pas un module de sortie, un module d'entrée et un module qui instancie. Ouais, tu peux rajouter un module de plus, ouais. Bon, l'argument sur la couche 3 tiers, oui, là je suis d'accord, tu peux appeler le retour. Pardon, je ne fais pas chier par les modules. Ouais. Voilà, donc juste sur la couche test, là on sait comment tester nos repos. Et le seul truc qu'on a envie de vérifier aussi, c'est que le contexte Spring se charge bien. Ah oui, c'est léger. Il manque le Spring Boot test là, mais en gros, tu que tout se charge bien, et après on fait du mock MVC pour tester vos d'entrée, ou du RabbitMQ test conteneur. C'est que technique, Spring, ils testent leur parent. Ah, mais là, tu testes que tu as bien tout injecté, que tu as configuré les bonnes. Tu as bien fait l'interaction avec là, tu testes la couche technique de point d'entrée, quoi. Est-ce qu'il reste... Ouais, il reste un petit peu de temps. Je sais pas si vous avez des questions sur le code. Ouais, j'avais une question, c'était sur le choix de JPA Hibernate dans ce cas-là. C'est absolument plus pertinent si tu fais un mapper en sortie. On en parle après. On en parle après. Les e-loading, on en parle. Bah ouais, parce que du coup, on en parle. C'est bon, ils nous ont. Oh là, la transition que vous nous faites, vous êtes magnifique. Et c'est pas par contre, ne plus utiliser Spring dans la couche domaine. Non, ça va pas apporter des difficultés de ne plus utiliser Spring pour l'injection. Là, moi, nous, on parce que c'est facile de factorer quand tu n'as que deux services, mais quand tu en as un peu plus, non, c'est pas très compliqué. Non, mais disons que c'est systématique, en fait. C'est pas compliqué parce que tu sais que quand tu as un nouveau service, tu rajoutes dans ta factory. Oui, c'est d'accord, mais oui. Alors, tu gères à l'ancienne. Tu gères à l'ancienne. C'est pas compliqué, c'est fastidieux. C'est ça. Oui, ouais, c'est fastidieux. Tu as 4 lignes à rajouter. Quand tu crées un service, tu as 4 lignes à rajouter. C'est sans Java. Yes, bon sur ce troll. Une question sur le code, quoi. 10 minutes. Ouais, okay, on y va. Donc si on revient sur nos patterns, donc là on voit qu'on a bien séparé notre code, on sait exactement qui est quoi, qui fait quoi, quelles sont les responsabilités, est-ce que c'est censé être une grosse classe ou pas.
On a vu que c'était aussi très simple d'écrire les tests métiers. En tout cas, on a tout ce qu'il faut sous la main pour les écrire, puisqu'on sait qu'on a envie de les écrire juste sur la couche d'entrée de notre métier. Voilà, là où on sait qu'on n'est pas pollué par de la technique. Un point d'entrée unique sur le business. Et la gestion des dépendances, pour limiter l'usage de mock, eh ben, en fait, on est capable d'instancier tout le domaine très simplement comme on l'a vu tout à l'heure. Et en fait, la question du coup est beaucoup plus simple. Est-ce que ma dépendance, c'est un objet du domaine? Si oui, bah, je passe l'objet réel en fait. Est-ce que c'est une couche technique, un port, etc. Bah, je passe un fake, un stub, ce que vous voulez, aux objets. Et c'est beaucoup plus simple. On se pose moins la question. Et c'est beaucoup plus facile aussi à systématiser. En fait. C'est aussi l'intérêt de tout ça, c'est de trouver une méthode un peu plus systématique pour tester. Les mêmes questions à chaque fois. Donc, voilà, on va essayer d'aller un peu plus loin. Je laisserai faire le karaoké dans vos têtes. Voilà, quelques points qu'il faut réfléchir. Une question de Michel. Ah, pardon. Excusez-moi. Ouais. Est-ce qu'on gagne en termes de learning curve à aborder une architecture hexagonale premier abord? Parce que je vois. Niveau onboarding, tu veux dire rentrer dans le Ouais, l'onboarding. C'est forcément plus complexe. On On en parle après. Non mais arrêtez. Beaucoup de temps. Hein. À un moment donné. Non, mais on en parle à la pause. Après. Non mais des problématiques, voilà, une petite liste. Des problématiques qu'en fait on ne se pose pas forcément dans une couche 3 tiers, dans une architecture en 3 tiers. Comment est-ce qu'on gère du cache? Comment est-ce qu'on gère des transactions? Comment est-ce qu'on gère des tâches schedule? On va grouper ces trois-là. Parce qu'en fait, votre domaine, il est coupé de toutes les couches techniques, du coup. Donc, si votre domaine ne va pas pouvoir mettre des annotations Spring, cacheable, des scheduled, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, il y a deux cas d'usage, en fait. Soit vous définissez ces notions techniques dans votre métier, c'est-à-dire que c'est le métier. Dans votre métier, on vous dit, bah, j'ai besoin d'un truc de cache, etc., parce que vous avez un métier technique. Et dans ce cas-là, bah, c'est pas grave, votre cache, vous avez un cache manager qui est un port comme un autre, et c'est votre infra qui va vous le fournir. Soit, bah, c'est pas du tout le cas, c'est vous voulez gagner un peu de perf sur votre domaine, etc. Et dans ce cas-là, en fait, il va falloir wrapper votre appel au domaine dans une méthode cacheable, typiquement, donc au niveau du serveur. Dans la littérature, ce qu'ils appellent des application services, qui sont des services au niveau de la couche serveur, et qui vont du coup wrapper les appels à notre contexte métier, avec des annotations qui vont bien, donc que ce soit du